Le mot tsunami est d'origine japonaise. Tsu signifie port et nami signifie vague. Chacun se souvient de celui tout récent de décembre 2004. C'est un tremblement de terre né au large de Sumatra qui a jeté ses immenses vagues sur les côtes du Sri Lanka, du sud de l'Inde et de la Thaïlande. Certains cataclysmes naturels agissent à distance et s'abattent sur des populations côtières sans défense. Des vagues colossales disloquent les voies ferrées, qui ressemblent très vite à des sortes de cordes effilochées. Je n'ai jamais vu un mur d'eau de 15 mètres de hauteur déplacer des objets d'une telle masse. Les boutiques et les maisons sont pulvérisées et balayées comme des fétus de paille. Au cœur d'un tsunami, les chances de survie sont faibles. On est facilement broyé par les débris, noyé ou entraîné au large. Combien de familles décimées, combien de communautés anéanties. Je me souviens de cette odeur de décomposition. Elle vous colle à la peau. Je n'ai jamais éprouvé ailleurs ce type de sensation. Ces masses énormes d'eau déferlent comme des rouleaux compresseurs. Ce sont les phénomènes naturels les plus terrifiants et les plus imprévisibles. On les connaît sous le nom japonais de tsunami. Le 27 mars 1964, à 17h36, un des plus terribles tremblements de terre de l'histoire secoue l'Alaska. C'est un séisme de dimension colossale, 8,4 sur l'échelle de Richter. Il est 2 fois plus important que celui qui a ravagé San Francisco en 1906. Mais il annonce une catastrophe encore plus importante. À Harbor, non loin de l'épicentre du séisme, les secousses provoquent des mouvements de terrain sous-marins, créant ainsi un tsunami. À 7h30, le bulletin de la défense civile annonce « La secousse a soulevé des vagues de 15 à 18 mètres de haut, qui déferlent à intervalles réguliers. » Malgré les signaux envoyés dans une trentaine d'endroits de la zone Pacifique, il est impossible de prévoir l'étendue des dégâts à venir. C'est la ville de Valdez, en Alaska, à 60 km de l'épicentre, qui est la plus touchée. Dans les docks de Valdez, un cargo, le Chena, est renversé et soulevé à plus de 30 pieds sur le sommet de la vague. Le quai est violemment secoué et le cargo vient s'écraser sur les docks ravagés. Le capitaine donne l'ordre à la salle des machines de donner toute la puissance pour rejoindre des eaux plus calmes. Le navire est sauvé, mais on dénombrera 28 morts parmi les travailleurs des docks. Les vagues du tsunami continuent de frapper les ports et les villes d'Alaska, détruisant tout sur leur passage. À 23 heures, les réservoirs de pétrole de Valdez explosent. La ville est en flammes. Même les vagues du tsunami sont impuissantes à éteindre cet enfer. Sous un ciel de nuit, les incendies résisteront pendant plus d'1 semaine. Après la catastrophe de 1964, une base, située dans le Pacifique, émet en permanence des alertes au tsunami. Cependant, informer la population mondiale demeure un souci majeur. Je pense que les tsunamis sont les phénomènes naturels les plus incompris de tous. Ils sont si rares qu'il est difficile de les étudier. Mais quand ils surviennent, ils font tellement de dégâts qu'il est indispensable de comprendre leur fonctionnement. Nous parlons de vagues qui balaient les voitures comme des fétus de paille et écrasent les immeubles sur leur passage. Il est impossible de lutter contre une telle force. Les tsunamis ne sont pas de simples raz-de-marée. Ces vagues gigantesques n'ont rien à voir avec l'attraction lunaire.
On pense souvent que le tsunami est un raz-de-marée, car du rivage, on voit l'eau monter rapidement. Mais ce n'est pas un phénomène de marée. Celles-ci sont sous l'influence du Soleil et de la Lune, tandis que les tsunamis sont provoqués par de violents bouleversements des fonds marins. C'est dans le Pacifique que se produisent la majorité des tsunamis. L'océan renferme le plus grand foyer d'activité sismique, le cercle de feu. Les points sensibles de cette zone peuvent générer des vagues qui peuvent être jusqu'à 5 mètres plus hautes que la normale. Je pense que la plupart des gens ne font pas la relation entre tsunami et tremblement de terre. Les tsunamis sont pourtant le produit indirect d'un séisme qui a généralement eu lieu ailleurs. Ces vagues se déplacent à une vitesse étonnante. Plus l'eau est profonde, plus elles vont vite. Les ondes de choc se multiplient, comme lorsqu'on jette une pierre dans un étang. À la surface des eaux profondes, un tsunami se déplace à plus de 750 km/h, aussi vite qu'un avion supersonique. Ce qui est remarquable dans un tsunami, c'est ce pouvoir de destruction, de mort qu'il dispense sur des milliers de kilomètres. Dans les 24 heures qui suivent un séisme, les vagues d'un tsunami peuvent traverser un océan d'un bord à l'autre. Les tremblements de terre sont relativement localisés. Ils ont des conséquences terribles, mais concentrées sur une région. Au-dessus de 7,5 de magnitude, ils peuvent parfois générer un tsunami, mais cela dépend d'énormément de facteurs difficiles à évaluer sur l'instant. Malgré les avancées technologiques, les scientifiques sont dans une incertitude frustrante qui risque de les induire en erreur. Quand vous êtes près d'un volcan qui va entrer en éruption, il y a d'abord des grondements, des projections de cendres vers le ciel. Quand un ouragan s'annonce, les vents se lèvent, la mer devient grosse, agitée. Rien de tout cela avec un tsunami. Il fait beau, l'océan est calme. Il n'y avait rien d'inquiétant ce matin-là. Personne n'imaginait la suite. La suite, ce n'est pas qu'une simple vague meurtrière, mais plusieurs. On croit souvent que le tsunami se réduit à une seule vague isolée. Il peut y en avoir 10 à la suite, voire plus. C'est ce qu'on appelle le train du tsunami. Les vagues se succèdent en procession funèbre, avec des intervalles de 5 à 90 minutes. On voit la mer se retirer, sans comprendre qu'une autre vague va déferler. Le tsunami est une succession de vagues. Quand vous voyez la première, il vaut mieux courir, car la prochaine sera encore plus haute. Ce qui est étonnant, c'est que la leçon semble difficile à retenir. Face au tsunami, des années d'expérience peuvent être anéanties. Une population a dû affronter plusieurs fois ces vagues meurtrières. Ce sont les habitants d'Hilo, à Hawaï. Située au centre du cercle de feu, cette ville portuaire est considérée comme la capitale mondiale des tsunamis. On pense que les tsunamis ont causé plus de morts dans la population d'Hawaï que toutes les éruptions volcaniques, les tremblements de terre et les ouragans mis ensemble. En ce 1er avril 1946, l'océan veut-il faire une blague cruelle aux habitants d'Hawaï? À Hawaï, la ville portuaire d'Hilo est entourée de falaises escarpées, de luxuriantes forêts tropicales et se trouve sous le volcan le plus actif au monde, le Kilauea. Réputée comme la ville la plus pluvieuse d'Amérique, Hilo reçoit 337 cm de pluie par an, ce qui explique le caractère tropical de cette île magnifique où abondent les chutes d'eau. La majesté de la nature dissimule une histoire complexe.
Après la Première Guerre mondiale, Hilo est devenue une ville grouillante d'activités, pleine d'immigrants chinois, japonais et philippins. Quelques-uns étaient des pêcheurs, mais la majorité travaillait dans les plantations de canne à sucre. La fin de la Seconde Guerre mondiale donnera une nouvelle vigueur à cette communauté portuaire. Le sucre était en plein boom, la guerre était finie, le train roulait d'un bout à l'autre de la côte. Les visiteurs étaient impatients de découvrir les îles hawaïennes. Hilo était une ville active au bord de l'eau, totalement vulnérable face aux tsunamis. Le long de la fabuleuse côte d'Amakua, le chemin de fer transporte le sucre de canne, les marchandises et les passagers des raffineries d'Amakua à la ville même d'Hilo. Pour la population qui vit près des raffineries, la ligne ferroviaire est vitale. Pour les fermiers, les pêcheurs, c'est le seul moyen de s'ouvrir à l'extérieur. Grâce au chemin de fer, ces communautés bénéficiaient de toutes sortes de choses et pouvaient entrer dans le XXe siècle. C'était le progrès. Les routes à une voie sont sinueuses et dangereuses. Par mauvais temps, on peut mettre une demi-journée pour aller des grandes plantations jusqu'à Hilo. En 1946, l'océan se jette sur le rivage. La vie ne serait plus jamais la même. Au petit matin du 1er avril, un tremblement de terre déchire le plancher océanique près de l'Alaska. Le phénomène est enregistré par tous les sismographes de l'État, et même au-delà. Cela a déclenché un tsunami qui est parti dans plusieurs directions. Les premières victimes ont été dénombrées au phare de Scotch Cap en Alaska. L'équipe des gardes-côtes a été entièrement décimée. 5 hommes sont emportés. Le phare est entièrement pulvérisé par ce mur d'eau de 50 mètres de haut. Personne ne reste en vie pour donner l'alarme. Personne ne savait donc que les vagues poursuivaient leur chemin meurtrier à travers le Pacifique et qu'elles frapperaient Hawaï 5 heures plus tard, c'est-à-dire à 19h heure locale. La première vague frappe sans prévenir la baie d'Hilo. L'officier de police Bob Shaw est un des premiers témoins du désastre. Je partais travailler. Je sortais ma voiture de l'allée quand mes amis se sont mis à crier « Un raz-de-marée! Un raz-de-marée !» J'ai répondu « Poisson d'avril !» puisque nous étions le 1er avril. Je croyais à une blague. En se dirigeant vers la ville, Bob Shaw réalise que ce n'est pas une plaisanterie. Il se dirige vers le rivage, mais sa voiture est bloquée par la foule qui fuit les vagues. Les dockers restés sur les quais voient avec terreur l'eau avancer vers la baie. J'attendais dans l'entrepôt le signal de reprise du travail quand j'ai entendu quelqu'un crier dehors « Venez voir, il se passe quelque chose ». Le ton de sa voix n'annonçait rien de bon. La baie est jonchée de débris, de bois, de ferraille, de ciment. L'écume meurtrière se retire, laissant le fond à découvert. Les gens se précipitaient pour ramasser les poissons échoués qui se débattaient sur l'océan à sec. Mais dès qu'ils se sont retournés, ils sont revenus en courant. L'eau montait à nouveau. La force de l'eau est telle que les bâtiments dans le secteur des cargos sont ébranlés. Espérant trouver un meilleur abri, Tok Wally grimpe à la tour des gardes-côtes. J'ai monté quelques marches et j'ai regardé la baie. C'était tout à fait inhabituel. Une vague semblait arriver. Elle était brune. Plus elle s'approchait, plus elle était gigantesque. Certaines de ces vagues font plus de 15 mètres de haut.
Leur impact est ponctué par le bruit des immeubles qui s'effondrent et par les cris de la population. Tug Wally voit la vague monstrueuse balayer l'entrepôt. Il se dit qu'un bateau est le seul endroit sûr qui lui permettra de chevaucher les autres vagues. Entre les assauts, il redescend sur le quai. Je suppliais que quelqu'un sur le bateau m'envoie une corde. La mer bouillonnait. Un type m'a entendu. Il a juste regardé, mais je ne pouvais pas attendre. J'avais trop peur. J'ai sauté dans l'eau. Elle était couverte de caisses et d'autres trucs, mais j'ai sauté. C'était très risqué. Tug Wally parcourt à la nage les 20 mètres qui le séparent du bateau. À l'instant où il est hissé à bord, la vague suivante frappe le quai et détruit l'entrepôt où il s'était réfugié. Plus haut sur le front de mer, le tsunami a endommagé les piliers du pont de Colé-Colé. Sur la côte, des kilomètres de voies ont été arrachés. En contrebas de la ligne ferroviaire se trouve le village de Lopaoeoe. Pour cette petite communauté rurale, l'océan n'est pas qu'une source de plaisir. C'est une créature indomptable qu'il faut savoir comprendre. Même les coupeurs de canne vivent de lui. Nous avons grandi avec l'océan. Notre père nous a appris beaucoup de choses sur l'océan. Il nous a toujours dit de ne jamais lui tourner le dos. Tous les enfants sont scolarisés à Lopaoeoe. L'école est construite sur une péninsule de lave qui affleure sur l'océan. Les professeurs, venus du continent, apprécient de vivre au bord de l'eau, juste à côté de l'école. Ce matin-là, Bunji Fujimoto prend le car scolaire avec ses frères et ses amis. Les enfants sont très excités et se préparent à fêter le 1er avril. Ce matin-là, le bus descendait les collines en direction de l'école quand des passagers se sont mis à crier « Il n'y a plus d'eau dans l'océan ». Nous avons pensé que c'était un poisson d'avril. En se précipitant aux fenêtres du bus, ils découvrent l'inimaginable. Sur 10 mètres déjà, on ne voit plus que le sable. L'océan pourrait bien disparaître. Mon instinct me disait que quelque chose ne tournait pas rond. J'ai dit à mon petit frère qu'on ferait mieux de rentrer et de réveiller papa, que quelque chose de dangereux se préparait. Il n'y avait plus d'eau dans l'océan. D'autres élèves, intrigués par ce phénomène étrange, se dirigent vers le rivage. Quand l'eau a commencé à descendre, les enfants se sont mis à crier. Les poissons échoués se débattaient. L'océan était presque devenu un terrain de jeu. Des enseignants, inconscients de l'imminence de la catastrophe, encouragent les enfants à ramasser ce cadeau du ciel. Les vagues qui viennent de frapper Hilo sont sur le point de s'écraser sur Lopaoeoe. Le 1er avril 1946, un tsunami frappe la côte où s'élève l'école communale de Lopaoeoe, juste avant le début des coups. Les vagues encerclent la petite péninsule hawaïenne, comme dans un étau. Elles frappent plus brièvement qu'à Hilo, mais plus fort. Pendant que l'eau se retire à Lopaoeoe, des enfants, encouragés par leurs professeurs, courent ramasser les poissons échoués. Les vagues semblent avancer au ralenti. L'eau a commencé à revenir. Je ne comprenais toujours pas qu'il s'agissait d'une gigantesque vague, qu'elle était dangereuse. Elle semblait plutôt venir remplir l'espace qui devait la recevoir, seulement elle ne s'est pas arrêtée à la côte.
J'ai levé les yeux, l'eau commençait à monter. Avec mon frère, on a couru et on a dit à notre mère, « Partons, il va se passer quelque chose. » Comme à Hilo, la seconde vague fait plus de 10 mètres de haut. Elle entraîne les rochers, les galets, le sable, les débris. Quelques enfants réussissent à grimper sur des hauteurs, mais ils ne peuvent éviter d'entendre les hurlements de ceux qui se retrouvent piégés par l'eau. Un groupe n'a pu se sauver et a été entraîné dans la mer. D'autres ont eu la chance de pouvoir s'éloigner dans les buissons. D'autres élèves courent se réfugier dans des bâtiments qui jusque-là paraissaient indestructibles. Il y avait une tribune dans un coin du terrain de baseball. Je l'entendrai toujours craquer comme une petite maquette en allumettes. J'ai compris que des élèves avaient grimpé dans les gradins pour se mettre à l'abri. Ils faisaient partie des victimes. Ceux qui se sont réfugiés sur les hauteurs sont impuissants. Leurs amis sont broyés par les débris, aspirés par les courants. Tous les bateaux sont détruits, entraînés au large. Personne ne sait quand la prochaine vague va frapper. C'est trop risqué pour tenter le moindre sauvetage. Nous avons passé le reste de l'après-midi à voir nos amis se débattre dans l'eau et appeler au secours. Les scènes de destruction se multiplient sur le site, déchirées par les assauts des vagues. Les maisons de 2 professeurs sont arrachées de leurs fondations et entraînées dans l'océan. D'autres bâtiments sont carrément rasés. Je me souviens d'une autre image. Les petites maisons des professeurs arrivaient de l'autre côté du parc, portées par la vague, et entraînaient d'autres maisons ici pour s'écraser sur la forêt de palmiers. Je reverrai toujours les cocotiers tombés. Les professeurs reprennent leurs esprits et renvoient les survivants chez eux. Mais beaucoup sont trop choqués pour témoigner de la tragédie. Je n'arrive plus à me souvenir si j'ai dormi chez moi cette nuit-là. Personne n'arrive vraiment à me répondre et ça me tracasse. Qu'est-ce que notre famille a fait à ce moment-là? Pour les Fujimoto, la maison n'est plus seulement l'image de la détresse, c'est un lieu de deuil. Tashiaki, le plus jeune frère de Bunji, est porté disparu. Je ne me souviens pas vraiment de ce qui s'est passé, seulement de la panique que j'ai éprouvée comme beaucoup. On avait perdu nos frères et nos sœurs. J'ai perdu un petit frère. Il faisait partie de ceux qui ont été pris par la vague. Il n'a pas pu s'en sortir, on ne l'a jamais retrouvé. De retour à Hilo, Tugwali échappe à la catastrophe en se réfugiant sur un bateau. Mais beaucoup d'autres ont moins de chance. Bob Shaw aide à identifier les nombreux corps. On m'a demandé de rejoindre la centrale de réfrigération d'Hilo pour identifier les corps. C'était devenu une morgue provisoire. Celle d'Hilo était trop petite et ne pouvait accueillir tous les cadavres. Les corps sont trop nombreux. On est obligé de les empiler comme des bûches. Les corps sont congelés ensemble, ce qui oblige les employés à utiliser des pics à glace pour les séparer. Le nombre des cadavres augmente. On ne peut conserver tous les corps dans la chambre froide. Il y avait des petits bébés, des personnes âgées. On les avait recouverts. Ils étaient couverts d'un drap ou d'une couverture. Mais quand je l'ai soulevé, il en est sorti une terrible odeur de putréfaction. Quand je vous en parle là, je la sens de nouveau. Ça reste en vous pour toujours.
Dans les tsunamis, il y a un nombre plus important de victimes chez les très jeunes et les très vieux, et plus de femmes que d'hommes. C'est sans doute qu'elles s'inquiètent davantage pour les enfants et les vieillards et se font piéger par les vagues. La population de l'île se remet à peine quand elle reçoit des nouvelles pires encore. Les propriétaires du chemin de fer estiment le coût de la reconstruction à 1,5 million de dollars et décident d'en rester là. Le tsunami a donné le coup de grâce au chemin de fer. La compagnie avait connu des hauts et des bas. Elle était au bord de la liquidation. La vague est arrivée et c'en était bon, c'était fini. Le train desservait toute la côte et en quelques heures, l'eau a tout balayé. La disparition brutale du chemin de fer accélère la transition vers le transport routier. La vie de l'île ne sera plus jamais la même. Le tsunami de 1946 a fait 159 morts. La mémoire des survivants en est marquée à jamais. J'ai mis au moins 25 ans avant de pouvoir me rapprocher de l'océan. Rien que le bruit des vagues m'empêchait de dormir. J'étais terrifié par la mer. Je n'ai jamais cessé d'aimer l'océan. Il ne m'a jamais fait peur. C'est pourquoi je continue de vivre ici, en bas, dans la vallée. Le tsunami du 1er avril a permis le développement dans la région Pacifique d'un système d'alerte destiné à protéger les îles de ces vagues meurtrières. Pourtant, jamais un tel système n'a été mis en place ailleurs. Et le 26 décembre 2004, cette négligence va coûter des milliers de vies. Pour les Hawaïens, le tsunami qui s'abat sur leurs îles en ce 1er avril 1946, en faisant 139 victimes, est une immense tragédie. Pour les scientifiques, c'est un réveil brutal. Au cours des mois qui suivent le désastre, ils commencent à concevoir un système d'alerte qui, espèrent-ils, permettra dans l'avenir d'échapper au désastre. Prévoir les tsunamis, c'est comme anticiper les caprices de la nature. La tâche est très difficile. Mais les spécialistes ont quelques atouts. Les tsunamis ne surgissent pas seuls. Ils sont la conséquence de tremblements de terre ou d'autres cataclysmes sous-marins. Les vagues meurtrières, parcourant plusieurs centaines de kilomètres par heure, si les scientifiques arrivent à localiser un séisme, ils peuvent prévoir la formation d'un tsunami. En 1948, 2 ans après le désastre du 1er avril, le gouvernement américain établit une station d'alerte sur l'île d'Oahu. Un système d'alerte à 3 niveaux est activé. La première sirène prévient de l'arrivée d'un tsunami. La deuxième donne l'ordre d'évacuer. Et la troisième se déclenche juste avant l'arrivée des vagues. La seule inconnue est la réaction de la population à ces alertes. Si les scientifiques peuvent maintenant prévoir l'arrivée des vagues meurtrières, ils n'en connaissent pas la hauteur. Dans les années 50, le système d'alerte commence à rencontrer des problèmes. Il fonctionne bien, trop bien même. L'alarme se déclenche à tout va. La sirène retentit et le tsunami annoncé n'est qu'une vaguelette de 15 cm de haut.
Les gens s'habituaient à ces fausses alertes. C'était amusant, ça créait un divertissement. Le 22 mai 1960, à 9000 km d'Hilo, un énorme tremblement de terre secoue le Chili. Une fois de plus, l'alerte au tsunami entre en action. Au cœur d'une zone de tremblement de terre et d'éruption volcanique, au sud du Chili, dans le port de Concepción, les amas de débris et les bâtiments en ruine témoignent de la violence des secousses ressenties depuis plus d'une semaine dans la région. Après avoir mesuré le tremblement de terre chilien, les scientifiques pensent qu'un tsunami pourrait s'abattre sur Hilo dans les 15 prochaines heures. La vague devrait frapper Hilo vers minuit, heure locale. La défense civile se prépare comme il se doit. Mais les hommes se demandent si la population va se souvenir que le système d'alerte, à 3 niveaux, a été modifié quelques mois auparavant. Il n'y a désormais qu'une seule sirène. À 20h30, les sirènes retentissent sur Hilo. Au lieu de fuir, les gens se dirigent vers le rivage, persuadés que le tsunami se réduira cette fois encore à une série de petites vagues. Du coup, le 22 mai à minuit, il y avait une foule de curieux qui attendaient de voir arriver le tsunami. À minuit précise, parfaitement à l'heure, la première vague surgit des eaux sombres et s'engouffre dans Hilo. Elle inonde les rues, mais sans faire trop de dégâts. Les gens restent là à attendre la seconde vague qui arrive 1 heure plus tard. Un peu plus grosse, mais elle ne détruit rien non plus. Les gens qui avaient vu les 2 premières vagues se sont dit que c'était fini. Ils rentraient chez eux quand la 3e, la plus forte, qui a touché la ville cette nuit-là, est arrivée. Un mur d'eau de 10 à 15 mètres a frappé le cœur de la baie d'Hilo. La 3e vague déferle sur la baie et fonce directement sur la ville. Les énormes rochers qui bordaient le rivage sont projetés dans les rues comme des balles de tennis. Les parcs-mètres sont pliés sous la puissance de l'eau. Les voitures sont projetées à 15 mètres, empilées sur 3 étages comme des jouets. Des immeubles entiers ont été arrachés de leurs fondations et entraînés vers la mer où ils se désintégraient. Hilo, la jolie carte postale, est devenue champ de bataille. J'étais dans la garde nationale. Nous avons été réquisitionnés. On nous a appelés à l'aube. Notre première mission, bien sûr, a été de récupérer les corps. Chaque jour, on découvrait 1 ou 2 nouveaux cadavres. Vous imaginez des garçons de 19 ou 20 ans qui voyaient sans doute un mort pour la première fois de leur vie et qui devaient aller les récupérer dans les gravats. À Hilo, on dénombre 61 victimes, noyées dans les vagues ou écrasées dans les décombres des maisons. La vague avait emporté tellement de choses que l'eau et les débris vous prenaient en étau comme un hamburger. Les quartiers de Wekea et Sinmachi, des banlieues ouvrières très peuplées, sont rayés de la carte. Elles ne seront pas reconstruites. Tout s'est écroulé pour beaucoup de ceux qui avaient des entreprises familiales. Le front de mer avait été rasé. Ils devaient repartir à zéro. Du quartier de Wekea, il ne reste plus que l'horloge du clocher. Elle marque 1 heure du matin, l'instant où la 3e vague, la plus forte, a frappé. Les scientifiques avaient créé un système de prévention efficace. Et une fois encore, certains avaient ignoré les sirènes et étaient morts stupidement. Les 61 victimes de cette sombre nuit de mai
prouvait que les tsunamis restaient un danger pour les années à venir, tant qu'on continuerait à négliger les alertes et qu'on considérerait les tsunamis comme une attraction. À Hawaï, la nature profonde des Iliens les place dans une intimité avec l'océan. Ils ont un grand respect pour sa puissance. Entourés par les turbulences de la côte, vivant sur une terre volcanique, les Hawaïens prêtent davantage attention aux menaces de la nature que leurs homologues du continent. Mais même pour ceux qui connaissent l'océan, les alertes sont parfois sans effet. C'est ce que montre la tragédie du tsunami de 1960. Nous sommes en face d'un phénomène difficile à comprendre, et en premier lieu parce qu'il se produit rarement. Après le désastre de 1960, le tout jeune État d'Hawaï lance des programmes d'éducation pour informer la population des dangers liés au tsunami. Bientôt, on insère dans l'annuaire des îles hawaïennes une série de cartes d'évacuation qui couvrent tout l'État. En octobre 1994, un séisme est signalé dans les îles Kuril, appartenant à la Russie et situé au nord-ouest de l'île japonaise d'Hokkaido. L'alerte au tsunami est donnée dans tout le Pacifique. À Hawaï, de nombreux surfeurs négligeant l'alerte ne regagnent pas la plage, espérant glisser sur la vague ultime. C'est dingue. Ça fait peur de se rendre compte que les surfeurs, qui sont censés connaître la puissance de l'eau, peuvent croire qu'ils vont pouvoir glisser sur les vagues d'un tsunami. Le plus difficile était de s'assurer que les gens comprenaient la gravité de la situation et comment un événement anodin peut cacher une catastrophe à venir. Parfois, les gens se complaisent dans le déni et il est très difficile de les réveiller. Les hélicoptères de la police et des gardes-côtes, en vol stationnaire, ordonnent aux surfeurs de quitter l'eau et de gagner les hauteurs. L'incompréhension de la nature dangereuse des tsunamis vient du fait qu'il s'agit de vagues. Mais en fait, elles sont très différentes de celles des surfeurs. Ils vont dans l'eau, ils passent les vagues et celles-ci les soulèvent tranquillement et les reposent sur le bord. L'énergie se situe en surface. La vague d'un tsunami s'étend en profondeur et son action est celle d'une marée. Quand les vagues provoquées par le séisme atteignent Oahu, elles font moins de 65 cm. À Hilo, moins de 80 cm. L'alerte tombe. On pense qu'il s'agit encore d'une fausse alerte parmi d'autres. Les autorités craignent de répéter le phénomène qui a coûté des vies en 1960. Dans la gestion des urgences, nous pensons toujours à ce qu'on appelle « crier au loup ». Si vous lancez trop de fausses alertes, les gens ne vous écoutent plus. Et quand un événement se produit, vous vous retrouvez face à une véritable tragédie. Il est déjà très difficile d'alerter les Iliens, mais informer les 7 millions de touristes annuels sur les dangers du tsunami est quasiment impossible. La plupart ignorent totalement ce que signifie une alerte au tsunami. Je crois qu'en dehors de l'île, les gens ne comprennent pas ce qu'est un tsunami en général. Ils ne connaissent sans doute même pas ce mot. Lors de l'alerte de 1944, des touristes américains ont compris « alerte au salami » au lieu d'alerte au tsunami. Ils se sont dit qu'il y avait un problème de nourriture avariée.
Comme les enseignants qui, en 1946, envoyaient leurs élèves ramasser les poissons échoués, les touristes sont inconscients de la gigantesque puissance qui peut surgir des profondeurs de l'océan. À Hilo, il reste des souvenirs de la force phénoménale du tsunami. Là où il y avait des théâtres et des entreprises familiales, il y a maintenant des parcs. Et des terrains de sport. Un côté de Kamehameha, l'avenue principale d'Hilo, a été anéantie par les vagues. Les monuments à la mémoire des victimes de 1946 et de 1960 projettent leur ombre sur les pelouses. Ce grand espace vert, ces terrains de sport, ce lieu magnifique, abritait une population très dense. Les gens habitaient de petites maisons en bois très vulnérables qui ne pouvaient résister à la force des vagues. Mais il y a des dizaines d'endroits, tous autour du Pacifique, où l'on ne trouve pas ce genre de souvenirs. La menace est là, mais plus qu'à Hawaï, elle est absente des esprits. Un système d'alerte est en place en Californie, en Oregon, à Washington et en Alaska. Mais les scientifiques restent sur le qui-vive. En tant que station d'alerte, nous ne voudrions surtout pas passer à côté d'un tsunami potentiellement destructeur et ne pas donner l'alarme. Mais à l'opposé, nous faisons tout notre possible pour éviter les alertes mineures. Les gens me demandent « Et s'il y a un autre tsunami ?» Et je les corrige « Quand il y aura un autre tsunami, car il y aura un autre tremblement de terre qui provoquera un vaste tsunami destructeur qui traversera le Pacifique et détruira Hilo. » Ces phénomènes se produiront toujours. Que ce soit les tsunamis, les séismes, les éruptions volcaniques, les ouragans. Aussi longtemps que la Terre existera. Je ne pense pas que nous devions en avoir une peur atroce, mais plutôt les accepter, les étudier et les comprendre.